Vous voulez entendre d'autres points de vue, voir des gens qui s'impliquent? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Dimanche en politique. La politique, c'est vous qui la faites et la preuve, encore une fois, dans ce DEP numéro 9. De Bagnols-sur-Cèze à l'Assemblée nationale, on va vous raconter comment une jeune gardoise lutte contre les logements indécents. Après l'incendie de son immeuble, elle sera avec nous. Les Restos du Cœur vont-ils pouvoir assurer leur prochaine campagne d'hiver dans l'Hérault? La présidente Geneviève Nguyen a besoin de bras et elle sera l'invitée de la semaine. C'est la couleur de la colère du moment. Jaune, les gilets jaunes ont bloqué partout dans la région. Est-ce le dernier recours pour se faire entendre? On ouvre le débat dans l'émission. Ils ont pris leur gilet jaune et sont descendus au rond-point ou sur l'autoroute du coin pour crier leur colère. Une mobilisation inédite, auto-organisée, qui rassemble dans la rue des retraités, des travailleurs, des chômeurs au profil très varié. Et au-delà des revendications, on avait envie de vous poser cette question aujourd'hui. Les gilets jaunes sont-ils en train d'inventer quelque chose de nouveau? Peuvent-ils faire bouger les lignes? Mettent-ils les syndicats au tapis? On va en parler tout de suite avec nos invités. Bonjour Richard Rey, vous êtes l'un des meneurs de la fronde à Agde, vous êtes commerçant et j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà manifesté, est-ce que vous êtes déjà descendu dans la rue? Oui, je suis déjà descendu dans la rue à plusieurs reprises pour différentes causes. Mais est-ce que vous faites partie d'un syndicat? Du tout. Donc là, c'est une mobilisation un petit peu nouvelle à laquelle vous participez. Pourquoi cette fois-ci vous avez dit « j'y vais » ? J'y vais parce que c'est le peuple qui se fédère pour dénoncer sa colère et crier ses revendications. Donc, à partir de là, le peuple, pour moi, est toujours légitime quand il veut dire quelque chose. Et évidemment, je l'accompagne bien volontiers. Alors, porter la colère, en général, c'est le boulot des syndicats. Là, vous n'en voulez pas. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais on est allé poser la question également sur l'un des points chauds cette semaine dans la région, à Clermont-Lérault. On a interrogé les Gilets jaunes. Écoutez. On ne veut rien avoir à faire avec les syndicats, ni avec les mouvements politiques. Nous, c'est ras-le-bol général. Je pense que les syndicats ont leur fonction dans le cadre de négociation avec l'employeur. Ici, nous ne sommes pas face à l'employeur. Ici, nous sommes face à un état de fait, qui est que l'on veut taxer un peu plus les gens qui essaient au quotidien de s'en sortir. Quand on voit ce que fait les syndicats avec le gouvernement, ils sont tous vendus, tous. Il n'y en a aucun de bon. C'est que des vendus. Il faut qu'ils arrêtent de se gaver sur notre dos. Il ne faut pas de syndicats, c'est apolitique. Il faut des gens qui organisent. Il faut un PC en quelque sorte. On est là pour défendre non pas simplement le carburant, mais également le pouvoir d'achat, le travail pour ceux qui sont en activité et pour les jeunes qui sont sans rien. Ça n'a rien à voir avec le syndicat. Ils peuvent se relier à nous, bien au contraire. Ils seront reçus à bras ouverts, mais certainement pas que des étiquettes. On ne veut pas de politique là-dedans. On aimerait que les syndicats appellent à la grève générale tout le monde pour que les gens puissent arrêter leur travail, que les professeurs, que tout le monde puisse arrêter, les infirmiers, et puissent se joindre à nous, parce que là, c'est vraiment un moment unique. On demande la démission de Macron, on demande la 6e République, on veut un référendum. Il y a quand même des syndiqués dans le mouvement. S'il y a des syndiqués, ils ne l'ont pas dit, ils sont là en tant que citoyens français avant tout, pas en tant que syndicats. Allez, on va demander tout de suite à Sébastien Moore, qui est délégué régional de la CGT Cheminot. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes allé, vous, en catimini, dans les manifestations des Gilets jaunes? Non, je ne suis pas allé dans les manifestations des Gilets jaunes. J'ai eu l'occasion, en allant au travail, de rencontrer les Gilets jaunes sur les barrages et de pouvoir engager une discussion sur leur mouvement. Et donc, effectivement, on se rend compte, comme il a été dit dans le reportage, que c'est une mobilisation citoyenne, hein, on est bien d'accord, qui engage et sur laquelle nous partageons un certain nombre de revendications, notamment sur la question du pouvoir d'achat, de la répartition des richesses, parce que la réalité, c'est l'explosion d'une colère qui monte depuis des années, voire des mois, une colère aussi que nous, les syndicats, et singulièrement la CGT, avons dénoncée. On a fait des propositions, on a mobilisé les salariés aussi. Donc cette colère, on avait alerté déjà le gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse et on en arrive là, à cette situation. Après, il faut être clair aussi, pour ce qui concerne la CGT, on a quand même des divergences. Ce mouvement se revendique
Apolitique. Apolitique, exactement, c'était le mot. Ceci étant, on sait qu'il a été tenté d'être récupéré par certains partis politiques, dont l'extrême droite, et on sait qu'il y a des militants de l'extrême droite dans son sein. Et de l'autre côté, il n'est pas question de manifester aux côtés de l'extrême droite, puisqu'on la combat. Richard, répondez. Je répondrai tout simplement, on ne choisit pas son peuple. On ne le change pas, son peuple. Le peuple, c'est une entité complète, et on l'embrasse. Alors, je ne suis pas pro-extrême droite ou pro-extrême gauche, peu importe. Si l'extrême gauche ou l'extrême droite me dit les mêmes revendications salariales, il y a un problème avec les salaires, eh bien moi, c'est l'idée qui m'importe plutôt que les étiquettes. Moi, ce que je demande tout simplement à la CGT ou à tous ces organismes, c'est d'avant tout d'être des citoyens, avant de porter l'étiquette syndicale. Car être citoyen, je n'utilise pas ce mot au hasard. Citoyen, ça peut paraître désuet ou très révolutionnaire, mais citoyen, c'est l'égalité aussi devant l'impôt. Devant l'impôt et devant... 50% des Français ne payent pas l'impôt, mais tout le monde paye des taxes. Et les taxes, souvent, sont les choses les plus injustes parce qu'elles ne partent pas du principe d'équité. Selon qu'on soit riche ou misérable, on ne paye pas la même taxe. Donc, peu me chaud qui vient à l'intérieur, pourvu que nous puissions changer les choses, et pour le bien du peuple. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir loupé quand même le coche de ce qui s'est passé cette semaine? Parce qu'on l'a vu monter en puissance, ce mouvement des Gilets jaunes. On pensait que ça allait être terminé à la fin du week-end dernier. Ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même d'être passé à côté de quelque chose? Pas du tout, puisque, comme je vous l'ai dit, la CGT, elle lutte dans les entreprises, elle lutte dans la rue, en essayant de rassembler un maximum de salariés actifs et retraités. Et donc là, il y a un mouvement citoyen. Il est légitime, nous disons je le précise encore. Ceci étant, la mobilisation qui doit s'élargir, elle doit se décider d'abord avec les salariés. Je suis désolé, je ne suis pas votre ennemi, entendez-moi bien, ni contre les corps intermédiaires. Mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes va beaucoup plus loin que ce que nous sommes en train de débattre. Ce qui se délite, en fait, c'est le contrat social. C'est ce qui se délite sous nos yeux. Monsieur Emmanuel Macron a été élu au second tour de la présidentielle avec 42% des suffrages des inscrits. 42% sans compter tous les gens qui ont voté contre Marine Le Pen. Cela ne donne pas une assise populaire sur une base programmatique. Je reviens sur les corps intermédiaires. Il faut changer ce système-là. Plus crédible, les syndicats aujourd'hui? C'est vrai que vous perdez du monde. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de salariés qui se syndiquent. On va regarder ce chiffre. À la fin des années 50, c'était aux alentours de 30% des salariés. Aujourd'hui, on est autour de 10%. Vous êtes de moins en moins représentatif. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique de représentativité? Si, une problématique de représentativité, je dirais globale, mais c'est lié aussi à plusieurs phénomènes. Le premier, c'est le salariat qui a évolué. Qu'on le veuille ou non, il y a plus de précarité. Les salariés sont de plus en plus isolés, donc c'est difficile d'être syndiqué. Après, il faut être aussi clair et lucide. Un patron, quand il voit un salarié ou plusieurs salariés vouloir s'organiser au sein d'une entreprise, avec l'étiquette CGT, je peux vous garantir qu'il met tout en sa possession pour stopper le processus. Et puis après, moi, je pense qu'il y a un attachement des salariés au syndicalisme. Et juste un exemple, c'est dès lors qu'il y a des élections professionnelles dans une entreprise avec des syndicats, la participation est massive, de l'ordre de 60, 70%, 80%. Le problème, ça a été le dialogue social. Emmanuel Macron a fait le choix de passer directement par le peuple. Et aujourd'hui, il le paye. Il n'a pas respecté les organisations syndicales, il n'a pas respecté... Oui, mais vous n'êtes pas unis dans ces gros conflits. On le voit bien, aujourd'hui, c'est difficile d'unir tout le monde, d'avoir une mobilisation massive avec tous les syndicats. Donc ça, aujourd'hui, c'est un échec, ça ne fonctionne plus. Il est vrai, il y a des formes de syndicalisme qui sont différentes aujourd'hui, mais c'est la société qui est comme ça. Voilà. Justement, c'est la société comme ça. On assiste sous nos yeux à un essor d'une nouvelle société, de nouvelles formes d'organisation du pouvoir. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, à mon avis. Ça s'est passé lors de la révolution en Tunisie, etc., etc. Comme je le dis, un truc que j'aimerais dire à M. Martinez, puisque vous êtes représentant de la CGT, il a appelé le 1er décembre à une grande manifestation pour le pouvoir d'achat, chose que nous pouvons entendre. Oui, mais pourquoi... il demande aux Gilets jaunes de rejoindre cette manifestation, voilà. justement. Mais pourquoi lui devant et nous derrière? Pourquoi il ne servirait pas le peuple, lui derrière, et le peuple devant? Ce n'est pas du tout ce qu'a dit Philippe Martinez.
concernant le 1er décembre, il a estimé, et la CGT, vous le savez, le fait beaucoup de temps, de converger les salariés vers des mobilisations plus larges, parce qu'on estime que le nombre et la masse fait bouger le gouvernement, fera bouger les politiques. C'est une réalité où le patronat, c'était une proposition de Philippe Martinez, il n'a pas dit « les gilets jaunes, vous serez derrière », il dit aux citoyens d'être présents ce jour-là, y compris, moi, s'il faut qu'ils ne soient pas sous la bannière CGT, ce n'est pas grave, il suffit que c'est la masse, je le répète, c'est la masse, mais sur des revendications très claires. Parce que le problème, et là vous serez d'accord avec moi, qu'un salarié qui est sur un barrage actuellement, qui défend son pouvoir d'achat, qui dit je peux pas terminer le mois parce que la taxe sur le carbone a augmenté, sur le pétrole a augmenté, l'électricité, etc., le gaz, et mon salaire n'a pas augmenté. Et peut-être à côté, il y a un patron qui va demander, lui, la baisse des cotisations sociales. Et en face, vous aurez le salarié qui demande une augmentation de salaire et qui va gêner le patron. Parce que le patron dira, mais ça va me coûter plus cher. Et donc, vous voyez bien qu'il y a quand même des divergences d'intérêts entre le salarié ou le privé d'emploi, le précaire, et un patron qui a ses propres intérêts, qui sont légitimes aussi, je l'entends, mais pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vos demandes sont trop diverses? Est-ce que finalement ce mouvement Gilets jaunes, il n'est pas un peu fourre-tout? C'est ce qu'est en train de nous dire Sébastien Monga. Il n'est pas fourre-tout. On veut sincèrement changer la société en profondeur. Ça, c'est une réalité de ce que... On voit bien qu'il y a une diversité de profils et qu'effectivement chacun vient demander un petit peu... Et lors de la Révolution française, il y avait une diversité de profils qui a changé, qui a mis la République, madame. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. Ce mouvement peut effectivement servir tout le monde? Est-ce qu'il peut véritablement aboutir à quelque chose? Il peut aboutir à, de nos voeux. J'ai fait la manifestation sur Agde, il y avait près de 700 personnes, chose qui n'a pas été vue depuis les révoltes vigneronnes, pour vous dire à quel point c'était imposant et massif. Et le cri qui est venu spontanément, c'est Macron démission. La colère est là, et si l'on ne trouve pas une issue politique, ça va partir très très mal. Moi, ce que j'attends de la CGT, des organismes syndicaux et des corps intermédiaires, c'est de venir rejoindre le peuple et de défendre le peuple, enfin. Richard Rey, comment vous comptez arriver à vos fins? Parce que c'est un mouvement où il n'y a pas véritablement de leader. Comment vous pensez obtenir quelque chose? Alors, moi, de mon propre chef, j'essaye de structurer tous les coordinateurs de région et d'élaborer une plateforme revendicative. Et à partir de cette plateforme revendicative, on tirera quelqu'un au sort pour pas que quelqu'un soit leader, entre guillemets, et pour porter ces revendications-là. Je voudrais terminer là-dessus, s'il vous plaît. Emmanuel Macron, qui veut annoncer de nouvelles mesures, un nouveau pacte pour la transition écologique. Est-ce que c'est pour vous une première victoire ou ça ne suffit pas? Non, le malaise, vous entendez pas, le malaise est beaucoup plus profond que ça. Le malaise, c'est la crise de représentativité qu'il y a en France. On ne reconnaît pas le pouvoir en place. Une réponse, Sébastien Moore? Effectivement, moi je pense que cette colère-là qui s'exprime, c'est la démonstration que Emmanuel Macron et son gouvernement a raté les choses de A à Z depuis le début de son quinquennat. Voilà. Et je pense que le meilleur moyen de sortir de cette solution, parce qu'il faut en sortir, c'est-à-dire je pense qu'il faut que ça se traduise par des revendications concrètes. La CGT porte des propositions. Par exemple, la CGT propose le SMIC à 1 800 € par mois, brut. Voilà. La CGT propose une baisse de la TVA sur les charges contraintes comme l'électricité et le gaz, l'eau, qui sont des besoins de tous les jours et qui toucheront la majorité des Français, des salariés. Parce que faire des propositions à la fois de changement de société, avec un vrai contenu, faire des propositions de forme d'action, ça s'appelle du syndicalisme, et ça a toujours été du syndicalisme, et ça ne changera pas. Et c'est le rôle d'une organisation syndicale aujourd'hui dans le pays, de faire certaines démarches. Malheureusement, j'entends ce que vous dites, l'argumentaire, malheureusement, votre organisation n'est pas reconnue par l'ensemble des Français. Il est là, le hiatus. Allez, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, on a bien compris, mais merci à tous les deux d'être venus discuter de ce phénomène Gilets jaunes. Le débat, c'est terminé, mais en revanche, Dimanche en politique se poursuit avec la deuxième partie dans quelques instants. Dimanche en politique, deuxième partie. Et j'ai envie de commencer avec cette citation de Coluche. Dieu a dit « Je partage en deux, les riches auront la nourriture, les pauvres de l'appétit ».
Notre invité a décidé d'aider ceux qui ont de l'appétit et qui ont aussi le droit de manger. Bonjour Geneviève Nguyen. Bonjour. Vous êtes la présidente des Restos du Cœur dans le département de l'Hérault. On est à la veille de la campagne d'hiver. On vient de parler de la France des Gilets jaunes. Cette France-là, vous la connaissez, elle vient taper à votre porte tous les hivers? Elle vient aussi taper à notre porte, effectivement, et toujours plus nombreuse. Est-ce que ça ne vous surprend pas, ce mouvement des Gilets jaunes? Non, c'est une question qui ne nous surprend pas, vu que la difficulté, la pauvreté s'élargit et que les difficultés sont bien évidemment en train de toucher toutes les strates de la population. Nous avons de plus en plus de personnes qui se présentent et il va falloir y faire face. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Je dis on est ravis de vous accueillir, sauf Sylvain, en fait. Eh oui, Geneviève Nguyen, bonjour. Bonjour. Vous avez beau faire, rien ne change. Regardez, la France compte aujourd'hui 9 millions de pauvres, c'est 1 million de plus qu'il y a 10 ans. Et malgré les repas distribués, malgré l'énergie des enfoirés, la pauvreté est toujours là et elle se transmet. Savez-vous par exemple que selon une étude récente de l'OCDE, en France, un descendant d'une famille pauvre a besoin de 180 ans, soit 6 générations, pour espérer juste atteindre le salaire médian. L'ascenseur social n'existe plus. Autant dire que votre présence aujourd'hui me désespère. J'ai honte de mon pays, j'ai honte des politiques, j'ai honte de moi, honte de ne rien faire. Comment voulez-vous répondre aux défis de demain, au réchauffement climatique, alors que nous n'avons toujours pas vaincu un mal millénaire qui est en plus à portée de nos bourses? Il suffirait d'avoir 100 milliards de dollars pour vaincre l'extrême pauvreté dans le monde entier. C'est à peine plus que l'évasion fiscale en France. Alors oui, votre combat n'est pas fini et il faudra encore beaucoup de générations d'enfoirés pour aider ceux que notre société laisse volontairement de côté. Merci de votre action. Effectivement, nous, chaque année, entre bénévoles, on se dit qu'est-ce qu'on se propose, qu'est-ce qu'on espère. C'est de ne plus être là l'année prochaine, mais malheureusement, c'est un vœu pieux. On sait que chaque année, les files devant les centres de distribution sont toujours là et s'intensifient. Le plan pauvreté de M. Macron est un départ. Nous avons pris part, en tant que Restos du Cœur et autres associations caritatives, au développement de ce plan. Il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à mettre en route, notamment au niveau de l'Europe. Vous savez probablement qu'il y a de grosses discussions pour le moment au niveau des commissions européennes pour le fonds d'aide aux plus démunis. Il risque d'être diminué de moitié. Donc, comme vous le dites, nous sommes désespérés et si cela devait arriver, ce serait une catastrophe pour toutes les associations humanitaires, bien évidemment. Un Européen sur 14 est dans une situation de grande précarité et pour nous, au Restos du Cœur, nous nourrissons une personne sur 4 grâce à ce fonds européen d'aide aux plus démunis. Et l'année dernière, les Restos du Cœur dans l'Hérault ont servi 2,5 millions de repas. Et cette année, Geneviève Nguyen, vous n'êtes pas sûre de pouvoir assurer correctement les distributions. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Il nous manque des bénévoles, encore et toujours, parce qu'il est toujours plus difficile, comme vous disiez, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son temps, d'ouvrir ses yeux face à tout ça. Il nous manque du bénévole. Lundi matin sont les premières distributions. Effectivement, mardi, c'est l'ouverture de la 34e campagne. Lundi matin, les premières distributions vont être opérées. Et il manque 10 bénévoles au jour d'aujourd'hui pour assurer cette campagne. Alors, pour être très clair, ça veut dire qu'il faut donner combien de son temps pour pouvoir être bénévole chez vous? Est-ce qu'il faut passer une journée par semaine ou c'est peut-être moins de temps? Il faut faire ce qu'on a envie de faire et être sûr de bien le faire. C'est-à-dire que si on a une demi-journée, on donne une demi-journée. Si on a 2 heures, on donne 2 heures. Et si on a 4 jours, on donne 4 jours. Il faut arriver à trouver là où on a envie d'être, là où on est bon. Et donc, tous les talents sont accueillis avec bienveillance au resto. Et on trouve toujours une place pour la personne qui n'a que 2 heures, une demi-journée, une journée. Nous prenons tout. Dans la situation actuelle, on ne peut absolument pas dire « nous, aujourd'hui, un bénévole doit faire ceci ou cela ». On prend ce qu'il nous donne et on en est ravis, en sachant toujours beaucoup plus de besoins, donc beaucoup plus de bénévoles. Et à propos du bénévolat, vous avez dit on est à un tournant du bénévolat. Il change radicalement de visage, c'est-à-dire? Alors radicalement, c'était peut-être un terme un peu forcé, mais effectivement, il change de visage parce que nos bénévoles d'avant, je dirais les bénévoles qui ont connu les restos au début de Coluche, etc., partaient à la retraite et puis se sont engagés corps et âme dans cette aventure qui était une merveilleuse aventure qui était faite en plus pour ne pas durer. On voit aujourd'hui où on en est. Mais ils se sont investis corps et âme et ils étaient corvéables presque à merci, je dirais. Ils étaient là tout le temps.
Mais des bénévoles comme ça, il n'y en a plus maintenant. Des bénévoles qui disent « bon, ben ok, j'arrive, et puis tant que vous avez besoin de moi, je serai là », ça n'existe plus. Les gens ont changé de vie, ont beaucoup plus de distractions, de plaisir. Les grands-parents sont très disponibles pour leurs enfants parce qu'on sait combien la garde peut être chère. Et on parle de précarité. Alors effectivement, tout le monde n'est pas dans la précarité, mais tout le monde fait attention à ses sous. Et il vaut mieux prendre un papy-mamie pour garder ses enfants que de payer une crèche très chère. Donc voilà, nos bénévoles ne sont plus aussi disponibles qu'avant. Donc maintenant, c'est à nous adapter, parce que sans les bénévoles, il n'y a pas d'action au resto. Et pour nous adapter, il faut ouvrir à des heures où les bénévoles sont peut-être plus disponibles, c'est-à-dire en soirée et le samedi. D'autant plus que faire cela, c'est s'adapter aussi aux besoins des personnes que nous accueillons, c'est-à-dire des personnes travailleurs mais pauvres et des étudiants qui sont dans des situations difficiles où ils ont besoin de faire appel à notre aide. Donc ces heures d'ouverture en décalé s'imposent à nous et nous devons organiser notre activité pour pouvoir nous y adapter. Alors, on va continuer à parler d'engagement. Je vais vous présenter quelqu'un. C'est une jeune fille et je suis sûre que son profil va vous plaire parce qu'elle porte haut la voix de son quartier. Voici la rubrique hashtag Je proteste et on va tout de suite accueillir Moustamila Akou sur ce plateau. Elle a 27 ans et elle a décidé de faire du bruit pour parler de sa tour qui a brûlé, des logements indécents, des problèmes de sécurité de Bagnols-sur-Cèze à Paris. Bonjour Moustamila, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Vous remuez ciel et terre, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord avec vous Sylvain, on va rappeler ce qui s'est passé dans la tour G2. Oui, souvenez-vous, c'était le 29 août dernier, une femme de 40 ans perdait la vie dans l'incendie de la tour G2 du quartier des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze. 11 personnes étaient intoxiquées, 200 personnes évacuées. Rapidement mis en cause par les habitants, l'état du bâtiment jugé vétuste et mal entretenu par le gestionnaire de l'immeuble. Un mois plus tard, nouvelle colère des habitants qui s'étonnent de l'absence de tous travaux d'urgence et dénoncent toujours des conditions d'hébergement difficiles. En tête de ce mécontentement, vous, Moustamila Akou, qui avez décidé de porter les revendications des habitants jusqu'à Paris et qui demande aujourd'hui tout simplement la destruction de la tour. Effectivement. Donc voilà, en fait, je vais commencer du début parce que j'ai vécu l'incendie. Donc ce soir-là, les pompiers ont mis 1 heure à intervenir. Ils n'avaient pas l'échelle pour accéder au 12e étage. L'échelle s'arrêtait au 10e étage. Donc, une maman de 6 enfants est décédée. Elle ne méritait pas de partir dans de telles conditions. En tant que bagnolaise, je suis née dans cette ville et je suis une ancienne du quartier. Je n'ai pas pu en rester là. Et aujourd'hui, je suis aux côtés de Ouidad. Donc, nous nous battons. Ouidad, c'est la fille de la victime de cet incendie et toutes les deux, vous menez effectivement le combat pour vous faire entendre. Oui. D'abord parce que les habitants eux-mêmes vivent cette situation depuis des années, qui ne sont pas entendus et qu'à un moment donné, vous dites ça suffit là maintenant, il faut qu'on nous écoute. Effectivement, malheureusement, il a fallu un décès pour qu'on comprenne les choses. Donc moi, j'ai vu les locataires qui étaient en détresse. Ils m'ont ouvert leurs portes. Donc je voyais des enfants dormir avec des murs pleins de moisissures, de l'humidité, de l'amiante, beaucoup de problèmes électriques pratiquement à chaque étage. J'ai tout fait pour justement que le bailleur réagisse. Donc le bailleur n'arrêtait pas de dire oui, vous êtes en sécurité, etc. Et en fait, j'ai dû faire des vidéos, dénoncer publiquement via les médias et via Internet pour que cela cesse, parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils ont endormi nos parents. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut dire stop. On ne mérite pas, on mérite d'être traité de manière digne. Alors, voilà. Ce combat a été notamment entendu par un membre de la France Insoumise qui vous a proposé de participer le week-end dernier au Rassemblement national sur les quartiers. Et puis, vous êtes aussi allé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Qu'est-ce que vous attendez de ça, premièrement, et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Alors, voilà, nous sommes allés à l'Assemblée nationale avec Ouidad, Mike, Tim et Mélanie. Nous sommes à l'Assemblée nationale, justement, pour parler de notre lutte, de notre combat, de cette injustice. Nous avons pu parler à M. Mélenchon. Donc, ils vont prendre des initiatives et c'est très respectable de leur part.
Et donc vous attendez qu'il se passe maintenant quelque chose évidemment sur le terrain, qu'on vous aide, qu'on vous accompagne. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Oui, en fait, j'attends de l'aide parce que c'est vrai que maintenant, cette tour se nomme la tour infernale. Donc, il y a beaucoup de barres d'été qui ont été posées dans le sens inverse. Vous mettez juste un coup sur la barre d'été, elle bouge. Au 11e étage, sous l'appartement qui a été incendié, les plafonds, vous les voyez, ils ont tout été démolis. Cette nuit-là, vraiment, c'était un incendie il restera gravé dans ma tête. On n'oubliera pas. Et on veut que justice soit faite pour Madame Aziza. Et justement, on a un collectif qui s'appelle Respect, Dignité, Justice pour Aziza. Qu'est-ce que vous inspire le combat de notre invitée Geneviève Nguyen? C'est un combat qu'effectivement, bravo. Déjà, bravo de mener ce combat. Merci. Et nous, au Resto du Cœur, nous avons aussi un pôle hébergement. Nous avons 41 logements en bail glissant. Et effectivement, là aussi, il faut que ce soit des logements qui soient décents, qui soient en bon état et qui puissent accueillir des familles qui vont pouvoir se reposer en sécurité dans des logements vraiment adaptés. Oui, le logement, un combat bien sûr à suivre. On va continuer, vous restez avec nous et on va aborder la dernière partie de notre émission avec vous, Sylvain, le top et le flop. Alors mon top de cette semaine s'adresse, une fois n'est pas coutume, à un homme politique, ou plutôt à une femme politique. Virginie Rosière, notre députée européenne héroltaise, vient en effet d'arracher de haute lutte l'adoption d'un rapport sur la défense des lanceurs d'alerte. Un texte qui mène tout droit à une véritable directive européenne qui permettrait de protéger tous les lanceurs d'alerte dans tous les pays de l'Union. C'est une très bonne nouvelle pour le citoyen et pour la démocratie. Et on a un flop en revanche. Oui, regardez bien cette photo et ne l'oubliez surtout pas. Voici très officiellement le calendrier 2019 des pompiers de Montpellier. Car le flop revient cette semaine aux faux distributeurs qui, chaque année, tentent de vous soutirer vos étrennes, celles que vous réservez chaque année aux soldats du feu pour les remercier de leur engagement. Alors après l'absence de respect, après les coups reçus dans le cadre de leur intervention, voici que les pompiers doivent affronter le vol. Alors regardez bien cette photo pour ne pas vous faire avoir et donner cette fois à qui de droit. Merci beaucoup Sylvain. On va rappeler aussi qu'on peut donner évidemment au Resto du Cœur. Est-ce qu'il y a des opérations particulières cette année par rapport à ça, Geneviève Nguyen? Par rapport aux dons? Oui. Oui, alors vous pouvez nous soutenir en achetant des tickets de tombola. Comme chaque année, en fin d'année, nous faisons la tombola du cœur. C'est une tombola que vous trouvez auprès des bénévoles et des centres de distribution. Et bien évidemment, votre don est toujours le bienvenu car la générosité du public est ce qui fait vivre l'association. C'est la seule chose qui n'a pas diminué car les restos sont toujours à la bonne place et continuent à s'engager dans la lutte contre la précarité et l'insertion. Donc le don est toujours là et ne nous lâchez pas, nous avons besoin d'aide. Allez, le message est passé. Merci beaucoup Geneviève Nguyen d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Moustamila aussi. On vous souhaite bonne chance dans votre combat. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce dimanche en politique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et dans quelques instants, place à l'info. Très bon dimanche à vous.